Ibrahim Noureddine Diagne, je suis l'administrateur général de Gaindé 2000, une entreprise qui travaille dans la dématérialisation depuis plus de 20 ans maintenant, 22 ans. De formation, je suis manager, donc je ne suis pas ingénieur, mais j'ai eu à piloter une entreprise justement dans le digital. Et par ailleurs, je me suis beaucoup impliqué également sur des questions qui touchent aux jeunes, à l'employabilité, mais également à la dimension internationale du travail que je fais, avec quelques constructions à l'échelle africaine, comme l'Alliance africaine pour le commerce électronique, mais également à l'échelle continentale, comme les travaux que nous faisons au sein du Centre des Nations Unies pour les transactions électroniques. Tout cela pour faciliter le commerce. Pouvez-vous revenir sur votre parcours professionnel et académique? Alors, académique, j'ai fait mon école primaire et mon lycée au Sénégal. Après le bac, je suis allé faire un DUT en France, notamment à l'université Paris 12, au Créteil. Ensuite, je suis rentré au Sénégal en 92. J'ai côtoyé le chômage pendant une année parce que je voulais arrêter de travailler à partir de mon bac plus 2, du moins arrêter d'étudier pour rentrer dans le monde du travail. J'ai eu un stage qui a duré 6 mois, sans rémunération et sans perspective de recrutement. Et je me suis dit donc peut-être que ce n'était pas suffisant d'avoir un bac plus 2 pour rentrer au Sénégal. Je suis allé poursuivre mes études au Canada et je suis revenu avec un bachelor 2 ans après. Et là, même chose, mais par contre, je trouve un stage intéressant sur ce qu'on appelait à l'époque les autoroutes de l'information et qui aujourd'hui concerne ce qu'on appelle le digital. Et donc, pendant à peu près 2 ans, j'ai travaillé en tant que stagiaire, sans rémunération, c'est important de le dire aux jeunes, pour un projet qui allait devenir ce que Gaindé 2000 est aujourd'hui. Et c'est par la suite que j'ai fait un MBA, donc à l'Université du Québec à Montréal, en exécutif. Ensuite, un master également en exécutif à HEC Paris et d'autres formations certifiantes dans les universités américaines. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées durant votre parcours? Alors d'abord que les évidences qu'on a lorsqu'on quitte l'école ou l'université, ça n'existe pas dans la vraie vie. Aussi bien les évidences de il faut étudier pour trouver du travail, avoir des diplômes pour avoir un travail, que même lorsqu'on est dans une organisation, les évidences qu'on apprend à l'école, que voilà comment on gère les ressources humaines, voilà comment on gère les finances, toutes ces choses-là en fait sont nécessaires parce que c'est théorique, mais la vie professionnelle donne d'autres réalités. Donc dire aux jeunes que ne vous fiez pas à votre valeur d'étudiant pour prédéfinir votre valeur professionnelle. Il n'y a pas de relation. On peut être un très mauvais étudiant et un excellent cadre, tout comme on peut être l'inverse, un étudiant très faible et très moyen et parvenir au sommet de la pyramide. Donc il n'y a pas de corrélation entre la valeur des études et l'excellence dans les études et la valeur professionnelle. Ça, c'est quand même un retour d'expérience que je peux donner aux jeunes. Et que les difficultés, en fait, c'est un atout parce qu'on ne peut s'améliorer que face à des difficultés. Donc, il ne faut jamais chercher la facilité parce que dans la facilité, on trouve son confort. Et c'est d'autant plus important de le dire à des jeunes d'aujourd'hui parce que le monde va vite et aujourd'hui, les entreprises elles-mêmes sont vulnérables. Donc, à plus forte raison, les emplois. Donc, il faut qu'ils soient à la fois humbles, endurants, travailleurs et aussi qu'ils sachent qu'il n'y a aucune position qui dure longtemps. Nous sommes dans un monde où tout change très vite. Qu'est-ce qui motive votre engagement dans l'entrepreneuriat? Écoutez, d'abord, moi, je ne suis pas un entrepreneur propriétaire parce que cette entreprise que je dirige, je n'en suis pas propriétaire, même si le fonctionnement de l'entreprise est en mode entrepreneurial, puisqu'en 2002, j'étais seul lorsqu'on m'a demandé de mettre en place cette organisation. Alors, en entrepreneuriat, ce qui motive, c'est la volonté de vouloir créer de la valeur. Parce que je pense que lorsqu'on est salarié simple, on cherche à avoir des revenus pour avoir une vie sociale décente. Lorsqu'on est entrepreneur, on est quelque part pourchassé par la volonté de créer de la valeur, de changer les choses, de produire de l'impact. Parfois même la richesse. Mais je pense que très peu d'entrepreneurs vous diront que j'entreprends pour être riche. On a souvent derrière cette image d'être riche une volonté de changer les choses, de provoquer de l'impact. Et je pense que c'est le meilleur carburant parce que la satisfaction qu'on obtient à travers l'impact
et je pense la plus satisfaisante quelque part. Quelle est votre vision de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat est quelque chose qui devient de plus en plus complexe, parce que je ne veux pas dire difficile, parce que les opportunités sont de plus en plus larges. Aujourd'hui, je pense que dans les années 90, les opportunités d'entrepreneuriat étaient très fermées. Pourquoi les opportunités sont larges? Parce que la mentalité de consommation a évolué, en Afrique comme ailleurs, où les gens aujourd'hui cherchent la facilité. Donc, les métiers d'intermédiation sont des métiers qui émergent partout. On l'a vu dans notre pays, au Sénégal, on l'a vu un peu partout. Si vous arrivez à à régler le problème d'une personne en tant qu'intermédiaire, vous pouvez capturer une partie de cette valeur ajoutée. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités. Mais en même temps, les défis sont plus importants. D'abord parce qu'il y a de la concurrence, il y a une exigence de qualité, parce que si vous êtes un intermédiaire, ce qui va faire votre réputation dans le temps, c'est votre crédibilité et la qualité de vos services. Et donc, tout cela fait qu'il y a plus de choses à faire, mais c'est plus difficile de les faire. Donc, ça demande également une forme d'agilité pour les jeunes, d'endurance, de créativité et d'audace, bien entendu, mais une audace qui est tout à fait raisonnable, pas une audace qui va les plonger dans, disons, un circuit où finalement on pense qu'on entreprend, mais on est en train de s'user, parce qu'on ne fait que répéter les mêmes choses qui ne produisent pas les effets escomptés. Selon vous, est-ce que l'entrepreneuriat est une alternative pour résoudre l'employabilité des jeunes? Alors, quand on dit employabilité, c'est on entend que les personnes qui sortent des circuits de formation, est-ce qu'elles sont immédiatement opérationnelles pour les entreprises qui les recrutent? Ça a toujours été non. C'est pour ça que le stage existe. Le stage est quelque part une forme de professionnalisation. Bon, il y a des métiers qui sont très techniques où le stage n'est pas très nécessaire. Je prendrai l'exemple, par exemple, des techniciens aujourd'hui qui traitent, par exemple, ces images que nous sommes en train de produire. Ils apprennent le métier à l'école et à l'extérieur de l'école, c'est le même métier. Donc là, il n'y a pas trop de différence. Mais tout ce qui tourne autour de la gestion, ça devient plus complexe. Donc ça, c'est le premier niveau par rapport à l'employabilité. La deuxième question, c'est que l'employabilité touche même ceux qui sont déjà en entreprise, parce que les emplois eux-mêmes évoluent. Donc vous pouvez rentrer dans une entreprise, vous vous dites banquier, vous travaillez à la caisse, et puis finalement, au bout de 2 ans, la caisse disparaît. Parce que ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est qu'il n'y a plus de caisse dans les banques. Et c'est ce qui va arriver ici. Et ceux qui ont été formés, qui sont rentrés en entreprise et qui sont caissiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire muter en fait leurs compétences. Donc la question d'employabilité n'est pas une question uniquement intéressante à l'entrée de l'entreprise, elle reste une question pertinente pendant tout le séjour dans l'entreprise. Que comptez-vous faire pour les jeunes avec le numérique pour générer des emplois? Alors le numérique est un formidable outil pour générer des emplois, parce que c'est justement, lorsque je parlais des métiers d'intermédiation, c'est ce que permet le numérique. Aujourd'hui, par exemple, vous avez besoin d'une pièce administrative et vous n'avez pas le temps. Parce qu'en fait, la valeur ajoutée de l'entrepreneuriat dans les services, c'est le temps. Les personnes n'ont pas le temps et elles ont des besoins. Et toute personne qui peut aujourd'hui offrir par le canal digital ce type de service, vous avez vu, les livraisons commencent à imploser dans un pays comme au Sénégal. Hein. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais vous avez vu que si on avait des statistiques pour montrer les livraisons et leur évolution, vous verrez que les gens ont un problème de temps et qu'ils sont prêts à payer pour le temps. Et donc, il faut pouvoir vendre des services par le digital, parce que c'est le canal pour avoir le client, c'est le canal pour offrir le service et même le proposer, et c'est le canal pour recevoir le paiement, et c'est aussi le canal pour se faire évaluer, avoir des étoiles, être apprécié et pouvoir être recommandé. Donc je pense que le digital doit être intensivement utilisé d'un côté par les administrations, de l'autre côté par les grandes entreprises ou très grandes entreprises, et que tout cela doit obéir à une logique d'écosystème. Ce que j'entends par écosystème, c'est que si vous êtes une banque et que vous digitalisez votre banque à vous tout seul, ça reste une logique interne. C'est vous, vos clients, vos fournisseurs qui êtes dans cet environnement. Mais si toutes les banques se mettent dans une digitalisation avec des normes et des standards qui se ressemblent, là on parle d'écosystème. Et c'est les écosystèmes aujourd'hui qui sont capables de produire les valeurs ajoutées. Ça, ce n'est pas le travail du secteur privé, c'est le travail de l'État. C'est à l'État d'organiser les écosystèmes à travers le digital et de permettre ainsi la possibilité à beaucoup d'entreprises et de start-up
de naître autour de ces écosystèmes. Vous en avez plusieurs, l'écosystème, par exemple, portuaire, un secteur où nous travaillons, aéroportuaire. Chaque fois qu'il y a une dimension par rapport à un secteur, la santé par exemple, il y a un écosystème comme ce n'est pas possible pour générer des startups qui, elles, généreront de l'emploi. Parce que c'est ça, en fait, le cercle. L'État invente les écosystèmes ou organise les écosystèmes génèrent des startups et les startups créent des emplois. Et je pense que c'est ça le cercle vertueux qu'il faut vraiment pousser. Si vous avez un message à délivrer aux Africains qui portent un projet mais qui hésitent par peur de l'échec, que leur diriez-vous? D'abord, on dit que l'échec est la première forme de succès. C'est-à-dire un succès qui ne commence pas par un échec n'est pas un succès. Donc déjà, il faut qu'ils se disent que s'ils n'ont pas encore échoué dans un projet entrepreneurial, mais quand on dit échouer, c'est au sens positif. Ça veut dire qu'il y a une différence entre ce qu'ils ont voulu et le résultat qu'ils ont obtenu. Le mot échec peut être sévère selon la manière dont on le comprend, mais normalement, lorsqu'on entreprend, la première chose, c'est qu'on n'a pas calibré comme il faut. Soit on n'a pas assez de ressources financières, soit le marché n'est pas là, soit il est là, mais nous l'avons adressé de la manière qui n'est pas pertinente. Et donc, c'est l'apprentissage. Donc, lorsqu'on ne réussit pas son projet entrepreneurial au début, c'est qu'on est en train d'apprendre. Mais par contre, ce qui est important, c'est lorsqu'on a appris, il faut être capable de corriger. Et donc, c'est souvent le péché des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs lorsqu'on entreprend, c'est de forcer le marché à aller dans le sens de vos idées et de votre approche. Or, tout est marché. En fait, on ne peut pas avoir de succès entrepreneurial si on n'a pas de clients qui sont prêts à payer pour acheter le service qu'on vend. Alors, quand vous venez et que vous n'avez pas bien ciblé, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites à la cible, venez vers mon fusil, ou est-ce que vous poussez votre fusil pour aller vers la cible? Et ça, c'est un travail de 360. Ça veut dire qu'il faut se remettre en cause. Les bonnes idées ne font pas les bonnes entreprises. Et donc, il faut se dire que les entreprises qui marchent, c'est les entreprises que les clients ont adoptées. Donc, c'est la première chose que je peux leur dire. L'autre chose, c'est la persévérance, mais ne pas voir grand. Parce que c'est vrai que quand on sort d'une école de commerce, on pense qu'on doit construire une holding. Tout de suite, on veut faire beaucoup de choses. Et la concentration sur un seul objet, j'ai rarement vu quelqu'un qui se concentre sur une seule chose et qui ne finit pas par trouver son bonheur dans cette chose. Parce que là, il y a moins d'efforts, on est plus sur l'endurance, mais on n'est plus sur les risques qui sont collatéraux. Parce que vouloir faire une entreprise qui fait 5, 6 choses, vous avez 6 concurrents différents, vous avez 6 marchés différents, ça ne passe pas. Mais si vous dites, moi, je vends que des téléphones, point, et rien d'autre, vous finirez par avoir la gamme de téléphones la plus large et vous serez connu sur la place pour dire, ah, si tu cherches un téléphone, il vaut mieux aller chez telle personne. Je donne un exemple simple et vraiment accessible à tout le monde. Et c'est comme ça dans tous les services. Donc, ne créez pas de grosses entreprises parce que ça ne sert à rien de diriger quelque chose qui est gros et qui ne produit pas. Vaut mieux diriger quelque chose qui est petit et qui produit. Donc, vraiment, j'invite les jeunes, et c'est des péchés que nous avons tous commis, à se dire que la spécialisation est une condition de réussite. L'autre chose, c'est la persévérance et l'endurance. Et la troisième, c'est ne pas être têtu. Si vraiment vous cherchez à vendre 3 beignets et que ça ne marche pas, vendez autre chose. Ne persévérez pas en disant que c'est les gens, ils finiront par aimer ce que vous faites. Il y a quelques histoires qui réussissent comme ça, mais il y a plus d'échecs. C'est comme dans le football. Tout le monde s'est touché au ballon, mais pour avoir un contrat de plusieurs millions d'euros, ça arrive à très peu de gens.